Alors, on va regarder dans ce paragraphe trois notions dont on aura besoin pour décrire les différentes structures qui sont la structure cubique simple et structure cubique face centrée. Donc, on va d'abord regarder, pour faire ces descriptions, le nombre d'atomes par maille. Alors, petit rappel qui est sur le côté, ça paraît très évident, mais c'est toujours mieux en le rappelant. Vous avez les sommets du cube, donc il faut connaître le nombre. Donc si on regarde, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sommets. Ensuite, vous avez les arêtes. Donc on a sur le carré qui est derrière 1, 2, 3, 4. Sur le carré qui est devant 5, 6, 7 et 8. Et vous avez en diagonale, il ne faut pas l'oublier, donc 9, 10, 11, 12 arêtes dans le cube. Ensuite, les faces, donc il y a la face qui est devant, 1, la face qui est derrière, 2, ensuite celle qui est au-dessus, 3, celle qui est en dessous, 4, et celles qui sont sur le côté, 5 et 6. Donc vous avez 6 faces dans le cube. Alors maintenant, ces atomes, dans cette maille cubique, peuvent être situés à plusieurs endroits. Donc vous avez au centre, sur une face, sur une arête et sur un sommet. Alors je prends l'exemple d'un atome qui serait situé sur une face, pour bien comprendre à quoi ça correspond. Donc s'il est sur une face, il faut bien comprendre que à côté de ce cube qui est ici, vous avez un autre cube qui est juste à côté. Donc l'atome qui est sur une face est partagé entre deux cubes. Et donc dans un seul cube, on n'a qu'une moitié d'atome. Et dans l'autre cube, on a l'autre moitié. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas couper un atome en deux, hein, c'est pas possible, mais il faut bien considérer que quand on a un cristal, on n'a pas une seule maille, on a des milliards de mailles dans toutes les directions. Donc c'est juste de manière formelle pour faire certains calculs. Donc dans un cube, je n'ai qu'une moitié d'atome. Donc ce qui veut dire que un atome placé sur une face de la maille est partagé entre deux mailles. Donc si l'on s'intéresse à une seule maille, là je lis le texte, hein, il n'y a à l'intérieur qu'une moitié de l'atome. Donc si l'on veut compter le nombre total d'atomes à l'intérieur de cette maille, donc cet atome qui est situé sur une face ne comptera que pour un demi, pour une moitié. Donc là on va parler en termes de fraction. Donc selon la position des atomes dans la maille, leur contribution au nombre d'atomes total dans la maille va varier, ne sera pas toujours le même. Donc dans le tableau, vous n'avez que 4 positions possibles. Donc au centre, quand l'atome est au centre du cube, il est entièrement dans la maille. Donc là, il n'y a pas de complications, il va compter entièrement dans le cube, donc il compte pour 1. Alors quand il est sur une face, il est partagé entre deux mailles, entre deux cubes qui sont collés l'un à l'autre par une face. Donc là, l'atome va compter pour un demi. Il compte pour une moitié. Il y a une moitié d'atome dans chaque cube. Alors maintenant, quand l'atome est situé sur une arête. Donc sur une arête, il faut bien comprendre que vous avez une partie d'atome qui est dans un cube, mais il y a un cube à côté, il y a un cube au-dessus, et il y a un cube encore en diagonale. Donc cet atome est partagé entre 4 mailles. Et donc s'il est partagé entre 4 mailles, à l'intérieur de chaque maille, il n'y a qu'un quart d'atome. Donc l'atome va compter pour un quart. Et dans le dernier cas, c'est là où il est le plus partagé, quand on a un atome qui est au sommet. Donc il faut bien imaginer le sommet qui est là. Voilà. On va avoir des autres cubes de tous les côtés. Donc on va en avoir un juste à côté, on va en avoir en fait deux autres aussi, donc il y a 4 cubes qui sont à la même hauteur, on va dire, et il y a aussi 4 cubes qui sont au-dessus. Donc à l'intérieur de chaque maille, il ne va y avoir que
un huitième d'atome. Chaque atome est partagé entre 8 mailles, donc l'atome va compter pour un huitième. Donc ça, on va en avoir besoin pour la suite. Alors maintenant, la compacité. Donc pour comprendre cette notion de compacité, c'est une expérience que je fais au bureau pour les chanceux qui seront en classe. Sinon, vous pouvez éventuellement essayer de le faire à la maison. Si vous avez des billes ou si vous avez des billes de cuisson et un verre doseur, vous pouvez faire l'équivalent. Alors évidemment, vous n'obtiendrez pas exactement les mêmes chiffres, mais vous obtiendrez la même conclusion. Donc c'est pour comprendre cette notion de compacité. Donc le but de l'expérience est de mesurer la compacité d'un réseau de billes dans une éprouvette graduée. Donc on verse des billes. Alors les billes représentent les atomes qu'on va mettre dans la maille cubique. Alors moi j'ai pas un cube, j'ai un cylindre, hein. L'éprouvette graduée a la forme d'un cylindre, mais le principe est le même. Donc on verse les billes jusqu'au maximum, jusqu'à la graduation 100 ml. Donc vous avez le petit dessin qui est ici. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que le volume réellement occupé par les billes, donc je prends vraiment dans l'éprouvette ce qui est vraiment occupé que par les billes, est-ce qu'il est égal à 100 ml? En fait, non, parce qu'on voit bien qu'il y a des espaces vides entre chaque bille. Et cet espace vide va occuper un certain volume qui va être à l'intérieur d'une maille qui va être vide. Bon, là, dans mon cas, qui est rempli d'air, mais on voit bien que ce n'est pas occupé par les billes. Les billes, le principe, c'est qu'elles sont rondes comme les atomes, et que donc, entre chaque rond, on ne peut pas les coller directement. Il y a bien des espaces vides entre ces ronds. Donc ici, le volume occupé par les billes n'est pas exactement de 100 ml, hein, non, car il y a des espaces vides entre les billes. Donc le volume occupé par les billes est donc inférieur à 100 ml. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel est le pourcentage des 100 ml réellement occupés par les billes? Donc dites-moi vos pronostics. Alors, les élèves que j'ai déjà eus ont des pronostics de l'ordre de 80-90% de l'éprouvette qui va être réellement occupée par les billes. Donc, on va le vérifier. Alors, le but de l'expérience est de mesurer le volume réellement occupé par les billes, puis de comparer ce volume à 100 ml. Si les billes occupent 85 ml sur 100, ça veut dire qu'elles occupent 85% du volume. Alors, pour connaître le volume restant, on pourrait faire des calculs mathématiques qui consisteraient à compter le nombre de billes et de calculer le volume de chaque bille en faisant la formule du volume, en appliquant la formule du volume qui est de 4 tiers fois pi fois r cube. On pourrait le faire, mais ça fait quelques calculs et on va faire plus simple avec une petite manipulation. Donc on va tout simplement ajouter de l'eau dans l'éprouvette graduée avec des billes jusqu'à 100 ml. Et cette eau, comme elle est liquide, elle va se glisser et elle va combler les espaces vides entre les billes et on va mesurer le volume d'eau ajouté. Alors pour mesurer ce volume d'eau qu'on ajoute, on va le peser. Et en fait, on aura la masse d'eau ajoutée et on pourra connaître son volume grâce à une notion que vous avez vue en seconde qui est la masse volumique. Donc, dans l'expérience que je fais avec les élèves, on pose l'éprouvette graduée avec les billes sur la balance et on appuie sur la touche TAR. Donc cette touche remet la balance à 0, donc la masse affiche 0 g. Ensuite, on ajoute l'eau. Cette eau va se glisser entre les billes et compléter tous les espaces vides, tous les interstices, jusqu'à 100 ml. Et on va mesurer la masse d'eau qu'on a ajoutée. Et on constate, quand on fait l'expérience, que dans cet exemple-là, j'ai ajouté 52 g d'eau. Alors maintenant que je sais que j'ai ajouté 52 g d'eau, la question que je me pose, c'est quel est le volume d'eau ajouté? Alors pour ça, vous avez la définition de la masse volumique qui est ρ, donc c'est la notation de la masse volumique, égale m divisé par v. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume. Donc je vais écrire une formule qui va me donner V égale, et vous pouvez faire le petit triangle, si certains connaissent cette méthode, où la masse sera au-dessus.
Alors, on en déduit tout simplement que le volume d'eau est égal à m divisé par ρ. En fait, il suffit d'échanger les deux ici, ρ et v, et donc j'ai le volume qui est égal à m sur ρ. Alors, ρ pour l'eau, directement dans les unités qui nous intéressent, c'est 1,0 g par millilitre. Donc, vous avez 52 grammes divisé par 1 g par millilitre, c'est pas un calcul très compliqué. 52 grammes divisé par 1, ça va faire 52. Mais quelle va être l'unité? J'ai des grammes au-dessus, j'ai des grammes en dessous, qui vont s'annuler. Il me reste des millilitres moins 1, et j'ai 1 divisé par millilitre. Donc le volume va être en millilitres. Donc ça nous fait 52 millilitres. En fait, chaque gramme d'eau fait un volume de 1 millilitre. Donc 52 grammes ajoutés, ça fait 52 millilitres. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est retrouver le volume des billes. Alors il faut bien voir que je vais avoir le volume des billes plus le volume d'eau ajouté qui est égal à 100 ml. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume des billes. Donc le volume des billes va être de 100 ml moins le volume d'eau. On en déduit V billes est égal à 100 ml moins V eau, moins le volume d'eau, c'est-à-dire 100 moins 52, ce qui fait 48 ml. Donc en réalité, si toutes les billes pouvaient se toucher et qu'il n'y avait aucun espace vide entre elles, ça n'occuperait que 48 ml sur les 100, ce qui correspond à du 48%. Donc on est très loin de la majorité, on est en dessous de la moitié. Et c'est un résultat qui peut paraître assez étonnant parce qu'au départ, on a l'impression que les billes ou les atomes remplissent bien l'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace vide. En fait, il y a plus de la moitié d'espace vide. Alors, c'est pas la manière la plus efficace de remplir l'espace. Quand les billes sont bien rangées, on peut gagner un peu de place. C'est le même principe que quand on range des habits dans une valise, on en met plus. Mais on va jamais arriver à des chiffres extrêmement grands. Le maximum sera de 74%. Alors, la compacité va être calculée par définition par le volume des billes sur le volume total disponible qui était de 100 ml. Donc le volume des billes, c'est 48 ml divisé par 100 ml. Donc la compacité, elle est de 0,48. Donc en réalité, sur les 100 ml dans l'éprouvette graduée, seuls 48%, si on parle en termes de pourcentage, de ce volume est occupé par les billes. Donc le reste est de l'espace vide. Alors, rempli d'air dans notre expérience, mais réellement vide à l'intérieur des cristaux. Donc la compacité, cette notion, on va la reprendre dans les deux exemples qu'on va voir après. La compacité est notée C, tout simplement. Alors c'est un nombre, vous avez le 0,48 qui est sans unité. Alors pourquoi? Parce que quand vous regardez le petit calcul qu'on a fait, on a des millilitres au-dessus et des millilitres en dessous, donc ils s'annulent. Donc à la fin, j'ai pas d'unité. Alors il est compris entre 0 et 1. Donc 0, c'est on n'a rien, aucun atome, et 1, c'est on a des atomes qui seraient carrés, on n'a aucun espace vide. Ce qui n'est pas le cas puisque les atomes sont des sphères, donc il y a des espaces vides à l'intérieur, donc on n'atteindra jamais les 1. Alors elle va représenter la proportion de l'espace occupé par les atomes par rapport à l'espace disponible. Et elle va se calculer par la formule C égale volume occupé par les atomes, c'était tout à l'heure le volume des billes, divisé par le volume de la maille, c'est-à-dire le volume disponible. Tout à l'heure, c'était les 100 ml de l'éprouvette graduée. Alors, plus la compacité d'un cristal est grande, plus celui-ci est compact. Ça veut dire que dans un même volume, on a réussi à caser plus d'atomes. Et donc, moins il y a d'espace vide entre les atomes. Sachant qu'il y aura toujours de l'espace vide parce que les atomes sont des sphères. Donc, même les molécules ne sont pas des carrés, ne sont pas des cubes empilés, donc il y a forcément de l'espace vide. Alors, la masse volumique, maintenant. On va aussi calculer la masse volumique
des cristaux à partir de la forme des mailles, donc c'est quelque chose que l'on peut prévoir, rien qu'en sachant comment les atomes vont se ranger. Donc la masse volumique, c'est une grandeur macroscopique à notre échelle, donc quelque chose qu'on peut mesurer, que vous avez peut-être mesuré en secondes, puisqu'elle peut se mesurer à notre échelle. Cependant, donc, il est possible de calculer la masse volumique à partir de la structure microscopique de la maille. Donc par exemple, si je prends du fer, rien qu'en regardant comment les atomes de fer vont se ranger, je suis capable de prévoir la masse volumique que va avoir le fer si je prends des clous en fer et que je mesure ça à mon échelle. Donc la masse volumique, qui est une lettre grecque, ρ, donc attention, ça n'est pas la lettre P, hein, on fait une belle boucle, hein. Elle va se calculer par la relation masse des atomes dans la maille sur volume de la maille. Donc la masse volumique, c'est une masse pour un certain volume, donc par mètre cube par exemple. Alors la masse des atomes dans la maille, ça, pour la calculer, eh ben, je vais compter le nombre d'atomes que j'ai dans ma maille, donc par exemple si j'ai 3 atomes ou 4 atomes, multiplié par la masse d'un atome. Donc si j'ai 4 atomes dans ma maille, eh ben, la masse des atomes dans la maille, c'est 4 fois la masse d'un atome, tout simplement. D'où l'importance de connaître le nombre d'atomes dans chaque maille. Et le volume de la maille, eh ben, on va le calculer en connaissant la forme de la maille. Hein. Si c'est un cube, eh ben, on calculera le volume du cube, tout simplement. Donc ça va se calculer aussi par la masse d'un atome fois le nombre d'atomes dans la maille, divisé par la maille, le volume de la maille. Alors au niveau des unités, la masse, on prend les unités officielles, c'est le kilogramme, le volume, c'est le mètre cube, et ça nous donne une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Alors la manière dont le cristal va être à l'échelle microscopique, ça va avoir une influence sur ses propriétés macroscopiques comme la masse volumique. Donc ici, on a la structure microscopique d'un cristal influence certaines propriétés macroscopiques comme la masse volumique. Donc on va voir que suivant la manière dont les atomes se rangent, ça a une influence sur la masse volumique. Hein, si les atomes se rangent en laissant beaucoup d'espace entre chaque atome, eh ben on aura une masse volumique qui sera plus faible, tout simplement, parce qu'on pourra mettre moins d'atomes dans chaque volume. Alors, une petite remarque, dans la très grande majorité des cas, les calculs de la masse volumique s'effectuent à partir de la formule précédente en utilisant directement la masse d'un atome. Donc, on va faire ces calculs-là, on vous donnera la masse d'un atome et il faudra calculer la masse volumique. On va voir ça. Alors, on a vu qu'on peut calculer la masse volumique à partir de la masse d'un atome, qui sera forcément très faible, et le nombre d'atomes par maille, donc dans la maille. Ce sera le cas majoritaire. La plupart des calculs de masse volumique se feront comme ça. Mais j'ai déjà vu des sujets dans lesquels on n'a pas la masse d'un atome. On va avoir deux autres données qui vont être la constante d'Avogadro et la masse molaire de l'atome. Alors là, le programme est fait de telle sorte à ce que ce chapitre est vu par l'ensemble des premières, y compris des premières qui ne font pas spécialité physique-chimie, et la notion de masse molaire n'est vue qu'en spécialité de physique-chimie. Donc les élèves qui ne font pas spécialité physique-chimie ne vont pas forcément comprendre grand-chose à ce que je raconte, mais rassurez-vous, c'est vraiment très rare ce genre de questions. Il y a que un ou deux sujets qui posent ce genre de questions, et je pense que si ce sont les professeurs qui choisissent les sujets, on essaiera d'éviter ces sujets dans la mesure du possible. Mais comme je l'ai vu dans certains sujets, je veux être complète et le voir aussi. Alors, on peut calculer donc cette masse volumique à partir de, je disais, la constante d'Avogadro, Na, qui représente le nombre d'atomes dans une mole d'atome, et la masse molaire de l'atome, grand M. Alors la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Molaire, ça veut dire d'une mole d'atome. Hein, donc la notion de mole, tout le monde l'a vu, ça représente le nombre d'atomes dans une mole, et c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Alors, atomes par mole. C'est pour ça que l'unité, c'est mol moins 1.
Alors c'est une des constantes fondamentales qui sera évidemment toujours donnée, elle n'est pas à connaître. Alors si je fais un petit tableau dans lequel on a une colonne sur le nombre d'atomes et une colonne sur la masse, on voit que quand j'ai une mole d'atomes, c'est-à-dire quand j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, alors par définition, la masse correspondante sera la masse molaire, puisque la masse molaire, qui sur notre grand M, c'est la masse d'une mole d'atomes. Son unité, c'est le gramme par mole. Et moi, je veux la masse d'un atome. C'est ça qui m'intéresse dans ma formule précédente. Donc la masse d'un atome, c'est pour un atome. Et on va faire un petit produit en croix. Donc comme ça, clac, clac. Et donc la masse d'un atome, ça va être égal à 1 fois grand M, masse molaire, divisé par Na, nombre d'atomes dans une mole. Donc on va avoir la masse d'un atome qui va être égale à grand M fois 1, divisé par Na, c'est-à-dire grand M divisé par Na. Alors je reprends la formule précédente qui était que la masse volumique était égale à la masse d'un atome fois le nombre d'atomes dans la maille. Donc la masse d'un atome, elle est au-dessus, c'est grand M divisé par Na. Et le nombre d'atomes dans la maille, on va le noter grand N dans la suite. Alors le volume de la maille, ça ne change pas, c'est V maille. Donc grand N égale nombre d'atomes dans la maille. Alors le divisé par Na ici, on a deux fractions l'une sur l'autre, donc on va en faire qu'une seule, donc ça va passer au dénominateur, ça va passer ici. Donc on va obtenir que ρ est égal à grand M fois grand N, ce qu'on a au numérateur, divisé par Na fois V maille. Donc cette formule, on fera un exemple de calcul avec, mais je répète, elle est dans très peu de sujets. Éventuellement, elle est à connaître, cette formule.